create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonjour et bienvenue à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. Nous sommes en direct du Centre NAD. Chers amis qui sont ici présents dans la salle, bonjour encore, bonjour pour la première fois ou rebonjour si vous venez juste de nous rejoindre dans la salle. Chers internautes qui nous rejoignent des quatre coins de la planète, bonjour et merci d'être ici en si grand nombre. J'espère que vous passez un bon matin, après-midi, soir, je ne sais pas, dépendamment de votre time zone. Bonjour et merci d'être ici en si grand nombre. Alors, nous continuons à traiter d'un sujet fort intéressant qui nous affecte tous et toutes, la cybersécurité. Pour ceux et celles qui étaient dans les deux premières sessions, le keynote et le premier panel, on a à la fois peur et à la fois on a appris et à la fois c'est ça. J'espère que vous en avez tiré belle leçon. Moi, en tout cas, j'ai tout de suite changé 2 mots de passe. Bref, sans plus tarder, j'aimerais tout de suite passer la parole à nos chers intervenants qui ont préparé un beau panel pour vous. Mais avant de rentrer dans le panel, juste quelques petites notes, des informations pertinentes par rapport à MTL Connect. De 1, si jamais ça vous tente de luncher avec nous et de rester ici au 8e étage, nous avons des belles boîtes à lunch que vous pouvez vous procurer ou qui sont déjà inclus dans votre badge, dépendamment de quel badge que vous avez acheté. Bref, 8e étage, de 11h à 13h, vous avez l'accès à ces belles boîtes à lunch. Sinon, vous êtes rentré par la porte d'entrée. Si jamais vous devez quitter pendant la présentation, c'est par l'arrière. Est-ce que j'ai d'autres notes? Oui, j'ai d'autres notes. Si vous êtes au 8e pour aller chercher des boîtes à lunch, il y a également une expérience assez cool à aller vivre avec des exposants qui vous ont préparé un beau parcours expérientiel. Alors, je vous invite à le découvrir. Et ce soir, à la SAT, nous avons une soirée interactive, vraiment le fun, à vous inviter tous et toutes à venir participer. Il reste de la place. Vous pouvez vous procurer des billets à sat.qc.ca. Cool? OK, le monde ne sont pas là. On recommence. Est-ce que ça va bien? Vous êtes là, Montréal? Oui. Est-ce qu'on est prêt pour le prochain panel? Oui? Ouais, OK, yeah. Bon, alors sans plus tarder, je vais inviter les panélistes à me rejoindre sur scène. Alors, j'aimerais inviter Neila Zerghini de Deloitte, Boris Deguila également de Deloitte, Patrick Patnaud de Via Rail Canada et notre modératrice Aïcha Gauthier de Deloitte. Bon panel. On les accueille. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à l'équipe de Montréal Connect. Merci d'être ici. Il me fait plaisir d'être ici avec vous. Je vais me présenter un peu plus parce que comme avocate en cybersécurité, ce n'est pas nécessairement un domaine typique d'avocat. Donc, j'assiste les organisations qui sont victimes des attaques de rançongiciel ou d'autres types d'incidents de confidentialité ou de sécurité. Je fais ça depuis à peu près 2017. Et dans les dernières années aussi, j'assiste dans la préparation des plans de réponse aux incidents, etc. Et si vous avez reçu ce type de lettre qui parle de compromission de vos données, vous comprenez un peu le type de travail que je fais. Pour nos invités européennes qui connaissent RGPD, le Québec, nous avons été inspirés récemment dans les dernières années. On a modernisé nos lois avec un peu inspiration RGPD. Donc, je fais aussi ce type de travail de mise en conformité avec la protection des données personnelles. Pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, pour la première fois que j'avais remarqué la cybersécurité, puis comment ça pouvait affecter les bâtiments intelligents, c'était lors d'une attaque de rançongiciel contre une université québécoise de recherche.
Les systèmes étaient encryptés, qu'on voit souvent, mais ça avait aussi affecté leur système d'aération, des portes, chauffage, tout. Et on peut annuler les cours, mais ils avaient des laboratoires, ils avaient des animaux de recherche. Donc, on parlait des génératrices backup. Mais le fait qu'il y avait un impact physique comme ça m'avait vraiment marqué. Et mon intérêt a continué. L'été dernier, on avait une attaque d'une entité qui avait plusieurs centres de dépôt partout au Canada. Puis c'était les alarmes et les cartes d'accès aussi qui étaient encore encryptées lors d'une attaque. Il y avait aussi une exfiltration des données des employés, les données des employés qui étaient dans la base de données qui supportaient les accès. Donc, et moi, je représentais dans ce dossier un des fournisseurs dans la chaîne qui avait ses propres sous-traitants, etc. Donc, j'ai vécu ça un peu de près comme ça. Et quand on vient de l'autre, ça c'est l'aspect risque, mais de l'approche du côté efficacité énergétique, les bâtiments qui s'adaptent avec tout le potentiel qui existe. Le sujet m'intéressait beaucoup et c'est ça, les senseurs, comment ça fonctionne, puis c'est tout à fait... je n'ai pas besoin de vous convaincre plus si vous êtes ici, mais c'était parfait pour le thème de comprendre bien ces technologies et en tirer profit. Donc, premièrement, je veux passer la première question, ça va être pour Patrick, pour qu'il nous donne quelques exemples de ces technologies, s'il peut, du côté de VRI. Et aussi de s'introduire un peu, qu'est-ce qu'il fait à tous les jours. Bonjour tout le monde. Donc, Patrick Patnaud, ça fait environ 30 ans présentement que je travaille en cybersécurité en diverses formes. Comme intégrateur au début, j'ai travaillé 13 ans au CN comme architecture et après ça gouvernance. Et depuis 5 ans, je suis gouvernance, gestion de risque et conformité chez VRI. Un des exemples, j'ai plusieurs exemples. Effectivement, on a des caméras pour la reconnaissance faciale dans les bâtisses. On les a aussi au centre de maintenance, mais on a aussi un cas d'intérêt qu'on a eu à cause d'une réglementation de Transport Canada qui s'appelle le LVVR, qui est Locomotive Video Voice Recorder. Et donc, on a une bâtisse qui bouge, effectivement, dans la cabine où que les ingénieurs contrôlent le train. Il y a maintenant vidéo et voix qui est enregistrée. Et on a certains contrôles à mettre basés sur la réglementation que je vais discuter plus tard. Merci beaucoup. Ça donne quelques exemples concrets. Maintenant, je vais passer la parole à mes collègues de droite, Boris et Leila. Pouvez-vous, à votre tour, un peu démystifier ces technologies et parler des défis particuliers qui se posent dans le domaine? Bon, bonjour à tous. Merci pour cette discussion. Merci pour l'intro, Aïcha. Alors, pour la discussion d'aujourd'hui, il y a plusieurs mots-clés. On parle de bâtiments intelligents, de cybersécurité, de protection des données. Je vais m'attarder d'abord rapidement sur les bâtiments intelligents, puisque, en fait, comme Aïcha l'a exposé, il y a une opportunité derrière pour nous, humains, de vraiment se concentrer sur investir à avoir des bâtiments plus intelligents. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on passe au cours de notre vie 90% de notre temps dans des bâtiments. Donc, on est né dans un bâtiment, on apprend dans un bâtiment, on interagit dans un bâtiment. Et ce qui est à savoir, c'est que 40% on va dire, de tout ce qui est énergie est en fait concentré au niveau des bâtiments. Donc, si on pense à ce contexte et on regarde vraiment dans un contexte où on parle de réchauffement climatique, d'efficience en termes d'énergie nécessairement, ça devient un problème intéressant à régler, de se concentrer sur les bâtiments intelligents et de s'assurer que ça se fasse
la façon la plus efficace possible pour l'humain, avant tout. Et bien entendu, pour faire tout ça, on va se baser sur la technologie. Alors, on va parler des risques, effectivement, mais on va dire que je suis l'optimiste de la gang, parce que même si je travaille en cybersécurité... C'est pour ça que je l'ai invité. donc oui, moi j'adore ça, la technologie, et je pense vraiment que la technologie pour l'humain, c'est réellement ce qu'il faut pour notre société. Et donc, les bâtiments intelligents, c'est super passionnant, en fait, de savoir tous les types de technologies qui vont permettre finalement de raffiner une expérience personnalisée pour l'humain, finalement. Donc, aujourd'hui, quand je suis arrivé à la conférence, ça m'a pris quelques minutes pour savoir où est-ce qu'était la salle. Je vois que tout est fermé aujourd'hui, mais bon, il y a certaines fois, quand on arrive dans des conférences, des fois, ils ouvrent les fenêtres pour aérer et en même temps, il y a du chauffage. Donc, en termes d'énergie, ce n'est pas nécessairement top, n'est-ce pas? Donc, les bâtiments intelligents et les technologies qui viennent supporter l'efficacité, et on parle de technologies, par exemple, basées sur l'info nuagique ou tout ce qui est intelligence artificielle ou autre, donc viennent collecter énormément de données, que ce soit sur nous, humains, que ce soit sur tout ce qui est smart sensors, donc en gros, tout ce qu'on appelle les objets connectés ou les IoT devices. Et forcément, ça vient avec des enjeux de sécurité. On aura largement le temps de discuter de ça. Je pense que je vais passer la parole à Néla qui va parler des aspects risques qui sont liés finalement avec toutes ces technologies-là qu'on retrouve au niveau des bâtiments intelligents. Merci Boris. Oui, alors je vais jouer la pessimiste aujourd'hui. Donc je vais vous parler un peu de l'autre côté, du revers de la médaille ou de l'autre côté de la pièce, au-delà de l'opportunité qu'on peut voir dans l'amélioration des services qu'on reçoit, dans l'adéquation des bâtiments et des différentes structures autour de nous à un besoin un peu plus adapté, etc. À passer un peu plus de temps sur qu'est-ce que ça représente aussi comme risque, parce qu'il faut garder ça en tête pour une bonne prise de décision. Donc, peut-être un petit zoom out pour parler de ces technologies-là et de théoriquement, qu'est-ce qu'elles représentent. Donc, on est en train de parler de technologies qui font le lien entre le digital et le physique. Donc, il existe des senseurs qui vont prendre le pouls de ce qui se passe. Ça peut être différents types de senseurs, ça peut être vidéo, son, température, pression, etc., qui vont donc rentrer dans une logique qui a été prédéterminée par des ingénieurs, un système, et qui vont ensuite avoir un système d'actuateurs, donc qui va faire agir le digital sur le monde physique. Et donc, nous, on appelle ça Internet of Things, les bâtiments qui sont de plus en plus intelligents, etc. Mais on fait ça depuis longtemps, faire le pont entre le digital et le physique. Et on fait ça notamment dans nos infrastructures les plus critiques. Sauf qu'avant, ce n'était pas connecté de la même façon. Puis, en construisant sur les conférences que vous avez eues juste avant, les différents types de réseaux, etc. Avant, c'était mécanique ou électromécanique. Puis maintenant, c'est connecté. Donc, avant, ce n'était pas forcément une interopérabilité qui rendait l'écosystème dangereux ou menaçant parce qu'il était connecté. Maintenant, c'est un écosystème hyper connecté. Donc, on est dans un monde... Comme nos trains. Comme nos trains. Donc, on est dans un monde, en fait, où... Théoriquement, c'est super. La dernière avancée qu'on appelle 4e génération, donc comme Industry 4.0, un peu les chaînes de production qui sont automatisées, qui réagissent, un système qui réagit à l'autre, etc. Le vrai risque vient du fait que ces innovations coexistent avec des choses qui ont des cycles de vie beaucoup plus longs. Donc, on a une coexistence de plein de technologies de différentes générations ensemble. Et c'est de là que vient le risque réellement. Bien sûr, les systèmes d'industrie 4.0 vont avoir des données, différents types de protocoles un peu plus modernisés qui fonctionnent, mais ils doivent aussi être connectés au train à un moment donné, avec différents éléments, bien sûr, de segmentation, de ségrégation, de contrôle, etc., entre tout ça. Mais c'est un petit peu ça le monde vers lequel on va. Ce que les technologies, disons, de première ou de deuxième génération vont avoir de particulier, c'est qu'elles ont un cycle de vie très long. Donc, elles ont été designées il y a 30 ans, sans qu'on sache forcément à quoi Internet ou la menace allait ressembler aujourd'hui.
Et à cause de ces cycles de vie très longs, ben, ce n'est pas sécurisé by design. Donc, ce sont des équipements qui ont leur propre protocole propriétaire, différents types de systèmes et tout, mais qui ne sont pas forcément à l'aise à gérer certaines menaces ou risques pour lesquels les technologies plus modernes dans les bâtiments et tout ça ont été designées. Je pense par exemple, comme tu le disais tout à l'heure, Aïcha, au système de HVAC dans l'université où il y a eu l'incident qui pouvait être menaçant physiquement pour les animaux, etc., qui étaient dans les différents laboratoires. Donc, l'angle pessimiste reconnaît très bien l'opportunité, etc., qui vient avec ces bâtiments intelligents, avoir des systèmes qui sont vraiment de plus en plus adaptés à ce dont on a besoin. C'est dans l'écosystème legacy, qu'on l'appelle, que vient un peu plus le risque et dans l'interopérabilité de tout ça. Donc voilà. Et Boris parle souvent de l'aspect fun de cette interconnectivité, mais il y a des éléments de risque auxquels il faut penser avant de mettre en place ces opportunités, de façon à ne pas perpétuer le problème, de façon à sécuriser les choses by design un peu plus avant de les faire. Donc, c'est important de ne pas regarder les choses en silo, juste dans Industry 4.0, mais vraiment en termes pratiques de la coexistence de ces différentes infrastructures. Puis, donc, vous avez mentionné, Patrick, des caméras, des senseurs, etc., qui sont une couche de modernisation qui vient s'ajouter. Et comment est-ce que la gestion de cette coexistence de différentes générations est faite par exemple, dans une infrastructure aussi critique que les rails? C'est compliqué, effectivement, étant donné que, comme vous avez mentionné, c'est pas nécessairement homogène. Il y a aussi un besoin d'affaires, donc on n'a pas le choix de les intégrer. Donc, c'est vraiment une analyse de comprendre qu'est-ce qu'on a dans l'environnement et faire un inventaire, aider la business à continuer à opérer, mais en sécurisant l'infrastructure. Souvent, on parle de segmentation, donc on protège l'environnement IT ou l'environnement qui est plus à jour versus les technologies qui sont moins à jour ou ils doivent continuer à fonctionner et ne sont pas capables de supporter les contrôles de sécurité d'aujourd'hui. Puis, il y a toujours les histoires de mots de passe par défaut partout aussi. On a vu la même réalité. Sur ce point-là, je pense qu'il y a un élément important en termes de distinction aussi entre ces deux types de technologies. C'est que les priorités ou les risques de sécurité ne sont pas forcément les mêmes sur ce qu'on appelle traditionnellement les TI et les technologies qui sont souvent opérationnelles, qui soutiennent les infrastructures critiques. Notamment, vous connaissez probablement ce qu'on appelle le CIA, qui est confidentialité, intégrité et availability, donc disponibilité des données. C'est un peu les trois plus gros risques qu'on regarde quand il s'agit de TI. Mais pour tout ce qui est lié aux technologies opérationnelles, on a d'autres types de risques qui sont un peu plus liés à safety, reliability et productivity. Donc safety, qui est donc tout ce qui est dans l'impact physique que je vous mentionnais tout à l'heure. Reliability, c'est dans le fait qu'il y a des éléments de prise de décision. Par exemple, on a une cuve qui dit que la pression est haute, on va baisser la température. Donc, il y a des prises de décision physiques qui sont faites sur ce que les senseurs, sur ce que les systèmes vont dire aux ingénieurs, aux scientifiques, aux opérateurs en général. Et donc, la reliability of data est très importante. Puis, le dernier point, c'est productivity. Par exemple, je pense à des usines de production, de pâte et papier ou autre chose comme ça. Si elles roulent 24/7, eh ben, en fait, toute interruption de productivité est une perte sèche qui ne sera pas récupérée. Donc, ça, c'est en plus des éléments CIA. Dans tout ce qui est physique, la confidentialité est moins importante. Les buildings intelligents sont exactement au croisement de ces deux éléments parce qu'ils ont des données personnelles. Donc, la confidentialité est très importante, mais en même temps, ils ont un contrôle ou un impact physique sur l'oxygène qui rentre dans l'immeuble. Donc, c'est un mix de ces deux éléments-là. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et je vais juste ajouter que, bon, à la fin, on ne s'est pas présenté. Donc, vous voyez qu'on est très passionné pour réellement mettre l'humain au centre de tout. Donc, on veut vraiment, j'allais dire,
aider toutes les entreprises qui vraiment utilisent la technologie pour l'humain à le faire de manière sécuritaire. Donc, c'est pour ça qu'on est très passionné sur tout ce qui est risque et tout ça, mais je remets ma casquette optimiste. Donc, tous les jours, ce qu'on fait, c'est vraiment aider les entreprises à solutionner en fait tout ça, les problèmes de la vie, avec la technologie, mais en gardant ça de manière plus sécuritaire possible. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu passionné par le sujet. Merci beaucoup. Neila vient justement de mentionner les bâtiments intelligents, puis comment il peut y avoir des données personnelles. Puis c'est exactement, je mets mon chapeau d'avocat, et nous avons beaucoup de réglementations, les lois. Au Canada, on a une loi fédérale, on a des lois provinciales, on peut avoir des lois sectorielles dans le domaine de la santé, par exemple, où les informations personnelles sont particulièrement sensibles, ou le domaine financier, on peut avoir, il y a eu d'autres types de réglementations mentionnées. Donc, il y a un chemin une multiplicité de règlements. Et le point commun, c'est un peu un renseignement personnel est défini de façon très large. Et avec aussi l'intelligence artificielle, on peut tirer des inférences de certains comportements qui révèlent d'autres données personnelles sur vous. Et c'est là où ça devient vraiment compliqué. Quand ce n'est pas tous les systèmes qui ont les mêmes risques, effectivement, mais certaines technologies, on ne pense pas nécessairement qu'ils vont révéler certaines habitudes, finissent par donner des renseignements personnels sur les occupants, sur leurs habitudes. On peut créer des profils. On voit que telle personne est seulement là. Moi, je regarde beaucoup les séries télévisées sur les avocats. Donc, Good Wife, il y avait un épisode où on avait deviné que 2 employés avaient une relation parce qu'avec les cartes d'accès, on voyait qu'il y avait 2 minutes, même en dehors des heures de bureau, que les cartes d'accès révélaient toutes sortes d'informations. Donc, c'est là où ça devient très, très intéressant de bien gérer le tout. Puis, pour revenir à la complexité des lois, les données traversent les frontières aussi. Donc, vous pouvez bien avoir un fournisseur qui héberge les données aux États-Unis. Donc, les lois à la destination, ça va faire une différence. On parle des États-Unis, ce n'est pas les mêmes lois en Californie que les autres États, sans nécessairement les nommer. Aussi, pour les Européens, si on fait affaire avec l'Europe, le RGPD peut continuer à s'appliquer aux données parce que ça suit l'individu auquel rattache les données. Donc, tout ça, ça crée une bonne complexité. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a quand même des principes communs à ces lois puis à la protection. Donc, on a, c'est le cas de la loi 25 aussi, au Canada aussi, c'est basé sur les principes qui datent depuis longtemps. C'est la responsabilité, la transparence, le consentement, la spécification des finalités pour lesquelles on collecte les données, le respect de certains droits pour les individus de pouvoir rectifier les données, de pouvoir avoir accès à ces données. Donc, avec certains de ces principes, bien sûr, posent un peu plus de problèmes quand ça vient à des espaces physiques, comme comment on collecte le consentement pour les caméras quand j'arrive sur un lieu. Est-ce que ça suffit de mettre un autocollant que ça dit « Souriez, vous êtes filmé » ou comment... comment peut-on être transparent et en même temps compréhensible pour l'usager quand il peut y avoir une multitude de partenaires ou de fournisseurs à qui on doit communiquer l'information. Donc, avec cette introduction à la complexité, je vais demander à Patrick de donner son vécu un peu, comment il gère à jour le jour dans la vraie vie, tout ça. C'est compliqué, effectivement. Un exemple concret que j'ai mentionné tantôt, qui était quand on a reçu la réglementation,
On s'est assis avec des avocats, donc effectivement, une collègue de notre bureau d'avocats chez VIA, qui était justement spécialiste en enseignement personnel. On a été point par point, on a regardé les contrôles. Et quand je dis on a regardé les contrôles, c'est vraiment à haut niveau. Point 1, exemple, qui accède les données? OK, à ce moment-là, comment on va contrôler les accès? Comment on va les enregistrer? Ça prend signature électronique. OK, mais signature électronique, dans quelle forme? Ceux qui travaillent beaucoup en sécurité informatique, vous allez savoir qu'il y a un guide au Canada qui parle de certificats électroniques et de signature électronique, c'est-à-dire. Et signature électronique, il y a 4 assurances. Donc, il faut s'assurer avec Transport Canada quelle assurance qu'on doit appliquer. L'exemple concret qu'on avait, c'est assurance 3, niveau 3 pour signature électronique. Ça veut dire SOD, donc séparation des tâches, avec multifacteur, avec des logs. Donc, si on a ces 3 éléments-là, on vient de prendre acquis que la signature électronique elle a été, je cherche le mot, acceptée. Donc, c'est un défi. Le défi aussi qu'on a chez VIA, comme on a mentionné, c'est beaucoup de legacy, beaucoup de technologies différentes, variantes. Il y a beaucoup de technologies pour les trains qui n'étaient pas interconnectées avant et là sont connectées. Et donc, le LVVR est un exemple où que le vidéo, la voix est maintenant sur un train, dans une cabine, qui, une fois connectée au nuage, envoie les données à un tierce partie. Et donc, il faut aussi, à ce moment-là, regarder les contrôles de la tierce partie, comprendre c'est quoi leur maturité en termes de sécurité, parce qu'ils doivent protéger les informations. Étant donné qu'on est une société de la couronne, on doit aussi s'assurer que les données restent au Canada. Et ça l'a mentionné que les lois dans chaque pays sont différentes. Donc, étant donné qu'on est une société de la couronne, les données doivent rester au Canada pour que les lois s'appliquent. Donc, il y a tout ça à regarder, il y a tous les aspects, des enjeux opérationnels à mettre en place, et la technologie et la cybersécurité qui est interconnectée. Et donc, faire le contrôle de tout ça. Et comment vous avez justement survécu à tout ça? Parce que c'était le parcours du combattant. C'était un parcours de combattant, mais on les a fait point par point. Ça fait que quand on a déterminé tous les points à contrôle au haut niveau, là, on a vraiment commencé à regarder les contrôles techniques administratifs qu'on pouvait mettre. Un exemple de contrôle administratif, c'est le train qui bouge, le système qui enregistre la voix et la vidéo est dans une boîte. La boîte doit être sécurisée. Si la boîte est sortie du train, bien, comment on fait la chaîne de custody pour s'assurer qui a pris le vidéo. Le vidéo et la voix qui est dans le système doit être chiffrée. Comment on va déchiffrer et sortir les données. Donc, c'est un parcours qu'on regarde toutes les étapes, tous les points de réglementation et on fait une liste puis on dit si on l'a fait de telle façon, quel contrôle qu'on a mis en place, les justifications. Il y a aussi en cas d'incident, parce que le LVVR, c'est vraiment au cas qu'il y a un incident, mais comment on fait le transfert de ces vidéos-là à Transport Canada lorsqu'il y a une demande suite à un accident. Donc, c'est vraiment étape par étape, travailler avec les avocats, travailler avec les opérations et travailler avec les tierces parties pour s'assurer qu'eux sont conformes à ce qu'on est obligé d'être conforme. Donc, à ce moment-là, c'est contractuel aussi, s'assurer avec les avocats qu'on a les bons points de contrôle dans les contrats, qu'on peut retourner. Et conformité, bien, c'est de retourner annuellement, s'assurer qu'ils sont encore conformes. Nous, on a un vendor assessment et où, si c'est un info nuagique, on demande un SOC 2, type 2. Donc, on demande un rapport d'audit, on fait la validation et c'est de même qu'on s'assure que la conformité reste. Avez-vous des points à ajouter? Ben, en fait,
peut-être juste illustrer un peu théoriquement ce que Patrick vient juste de nous expliquer, parce qu'en fait, effectivement, c'est vraiment du travail très minutieux. Il faut prendre différentes situations. C'est un élément définissant de notre travail, puis peut-être que c'est là qu'on va se présenter à la fin. En fait, c'est que la cybersécurité, c'est adversarial, mais c'est aussi asymétrique, dans le sens où l'attaquant doit trouver un point d'entrée, mais en tant que défenseur, il faut boucher tous les points d'entrée. Donc, c'est beaucoup de travail rigoureux où les éléments de conformité viennent justement essayer d'augmenter ce niveau-là de rigueur. Mais ce que nous disait Patrick juste là, c'est vraiment un mix de people, process et tech. Oui. Dans le sens où l'innovation technologique en soi, dans un laboratoire, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. C'est très compliqué en soi, on est ravis d'aller très vite, etc. Mais c'est quand on sort cet élément de l'environnement contrôlé et qu'on le met dans un écosystème dans lequel il y a plein d'autres caveats, exceptions, oui mais, qu'il faut travailler l'intégration de cette technologie avec le reste, les processus, tout l'aspect légal, contractuel, les tiers, qui est responsable de quoi, qui a la propriété de la donnée, chiffrement, non-chiffrement. Donc souvent, ce qui ralentit d'aller vers l'opportunité, puis je refais le lien avec comprendre et tirer profit de la révolution numérique pour particulièrement la modernisation des bâtiments et tout ça, ce qui en freine l'opportunité, c'est tous les contrôles et la gestion du risque People Process Tech qu'il faut mettre en place sur le chemin. Donc si, en tant que citoyen, la prochaine fois, vous vous demandez pourquoi on n'innove pas plus vite, c'est pour ça. Et la vision de certains aussi au niveau risque. Chaque personne a son appétit côté risque. Et donc, ça devient un défi de vraiment articuler c'est quoi les risques. On a mentionné qu'un point d'entrée, une entreprise comme nous qui a 3000 employés, il faut vous penser, c'est 3000 opportunités d'entrée. Un phishing vient de mettre tout à terre. Donc, c'est vraiment important de comprendre les points d'entrée, les risques, faire de la segmentation, comprendre que c'est important pour les opérations côté risque. Je suis un qui est en faveur d'avoir des contrôles qui ne sont pas sévères, parce que si ils sont très sévères, les gens contournent. Hein? Si je ne suis pas capable de faire mon travail, je m'en vais ailleurs, je vais trouver une façon de travailler. Donc, c'est de travailler en collaboration avec des gens, comprendre, diminuer les risques et comprendre les risques et les documenter. C'est bien important parce que si on ne documente pas le pourquoi du pourquoi qu'on a pris telle décision, pourquoi qu'on a mis tel contrôle, dans un an, les gens changent, il arrive un incident, bien, pourquoi vous avez fait ça? C'est vraiment important de documenter les risques, documenter les contrôles. Si vous avez des dérogations, les documenter. Et puis donc la question de l'appétit du risque, c'est ça souvent qui va dire, est-ce qu'on ouvre la gate entre ces environnements, on les connecte pour saisir l'opportunité de cette interconnectivité, ou est-ce qu'on laisse les éléments ségrégés, segmentés, donc on ne saisit pas cette opportunité, on a l'impression qu'il y a des morceaux qui ne se parlent pas, mais c'est plus raisonnable parce que mon environnement opérationnel ou industriel ne pourrait pas survivre avec l'état des contrôles actuels à ce qui se passe. Et donc, en fait, là, on entoure Patrick, mais juste pour vous donner une idée de où est-ce qu'on se trouve dans le spectre. Donc, ma spécialité, c'est ce que j'appelle la cybersécurité de tout ce qui n'est pas un ordinateur. Donc, c'est comme ça que je l'explique à ma famille. Je suis partner chez Deloitte dans l'équipe de cybersécurité qu'on appelle technologie émergente, mais en fait, c'est beaucoup de menaces émergentes qui se rapprochent de technologies legacy, etc. Et Boris est architecte de sécurité et lui se spécialise dans la grande tendance qu'on voit en ce moment d'amener beaucoup de nos données, nos systèmes, etc. dans le cloud. Et donc, on se trouve exactement un peu des deux côtés du spectre de la modernisation qui est en train d'arriver aujourd'hui à la plupart de nos institutions. Et je travaille avec les deux. Tu es bien entouré alors. Oui. Mais tant mieux. Tant mieux. Et effectivement, je pense que on voit l'opportunité d'un point de vue humain, encore une fois. On parle de bâtiments intelligents. On parle de Montréal connecté. On veut que Montréal soit beaucoup plus connecté. C'est clair, on veut utiliser la technologie. L'exemple des trains, c'est réellement des bâtiments qui roulent.
et on voit la complexité que ça peut être d'un point de vue technologique. Tout ça au service quand même du citoyen et de l'humain, puisque c'est le fun de rentrer dans une bâtisse et de savoir automatiquement à quel étage monter pour aller dans sa rencontre, d'avoir la bonne température pour se sentir vraiment énergétique pour sa rencontre, de savoir exactement dans quelle salle aller si je veux avoir une séance de travail beaucoup plus privée ou faire du brainstorming. Donc, d'un point de vue humain, c'est le fun d'avoir tous ces éléments-là. Mais le contre-coup, c'est que ça vient effectivement avec des complexités technologiques. Et c'est le bien d'avoir on va dire, des garde-fous, n'est-ce pas? Et je pense qu'un des points que Nela et Patrick ont mentionné, c'est ce qu'on appelle gouvernance. Donc, si jamais vous entendez beaucoup de gouvernance et tout ça, c'est pas pour faire ralentir. C'est les avocats qui ont inventé ça. Non, c'est pas vous. J'ai un petit doute, je sais pas pourquoi. Mais oui, c'est ça. La gouvernance, c'est intéressant parce qu'on se pose les vraies questions, on se pose les bonnes questions pour justement favoriser l'innovation. Donc, la gouvernance, c'est super important. Tout documenter, c'est super important pour vraiment savoir si on fait la bonne affaire et comment on s'ajuste à la menace qui change tout le temps. Aujourd'hui, toutes ces belles technologies se basent sur ce qu'on appelle le cloud, l'info nuagique. Donc, effectivement, quand moi je vois ça, déjà, je suis super passionné par ce qu'on essaie de faire pour l'humain, déjà. Et après, je me dis, OK, mais comment ça va se passer de manière technologique? Aujourd'hui, on a le cloud qui vraiment permet de faire ce genre de choses, qui accélère les choses d'un point de vue intelligence artificielle, big data. Donc, en gros, on a beaucoup d'informations. Les bâtiments intelligents récupèrent de l'information sur nous, personnels, donc quand on rentre dans le bâtiment, mais de manière externe également. Donc, en gros, je ne sais pas moi, il fait quelle température à l'extérieur pour pouvoir régler ce qui se passe à l'intérieur. Toutes ces informations, la quantité d'informations, la complexité, que ce soit sur les rails ou bien dans les bâtiments. Et géré par des tierces. Et géré par les tierces. Donc, dans la gouvernance, un des points, et j'y arrivais justement, c'est un des points centraux, c'est de comment je gère ma relation avec les parties tierces. Parce que je ne peux pas tout faire tout seul. J'ai besoin des autres. On est une communauté, donc ça prend d'autres organisations qui nous aident à avancer. D'ailleurs, qui sont plus expertes des fois que vous-même, parce que vous ne pouvez pas tout sécuriser de la meilleure façon vous-même. Vous ne pouvez pas tout faire en interne. Donc, c'est pour ça que des fois, vous allez faire appel à des avocats, à des gens en cybersécurité ou autres, pour justement amener la gouvernance et dire, OK, bon, ben, comment je m'assure que tout le monde contribue de manière sécuritaire, finalement, à cette innovation-là. Donc, ça reste quand même super passionnant et super intéressant. Et puis, c'est pas prêt de s'arrêter, en fait. Parce que, par définition, nous, on fait du rattrapage. Hein. L'antivirus vient après le virus. Les contrôles et la sécurisation viennent après la menace. Donc, c'est vraiment... Moi, je vois ça comme une timeline en mouvement, des écosystèmes en transformation continue. Puis, c'est vraiment ça qui est intéressant. Mais comme disait Patrick, il faut trouver l'équilibre juste entre ouvrir. C'est comme ouvrir en fait un environnement vers un environnement viral. Et il faut prendre le temps de mettre les bons niveaux de contrôle, etc., avant de prendre cette décision-là. Sinon, il y a une petite grippe. Voilà. Mais je pense qu'on a le temps. Moi, j'aime beaucoup le virus vient avant l'antivirus. Les lois aussi sont en rattrapage. Nous avons des projets de loi au Canada. On a une... du côté de la cybersécurité dans les infrastructures critiques. C26. C26. On a aussi drôle, loi 25, puis C26, puis FC27. C'est la loi des projets de loi qui introduit la loi sur l'intelligence artificielle, qui modernise aussi la loi existante sur les renseignements personnels. Pas juste la technologie qui est en retard, le gouvernement aussi. C'est ça. Les lois viennent sûrement après les problèmes, souvent. Donc, est-ce que... mais comme on veut donner de la place aux questions, peut-être un dernier point à ajouter je pense qu'on a pas mal fait le tour. Juste noter que dans notre domaine, on trouve que loi 25, loi 26 et loi 27, c'est drôle. Pas que jour de jour avec ça.
OK, donc... Mais ouais, non, ouais, gardez à l'esprit que ça reste le fun, l'innovation quand même si on a parlé des risques là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux m'assurer que le message passe que oui, même si on regarde les risques, c'est notre métier de regarder les risques, mais on le fait en voulant faire avancer les choses aussi. Ce ne sera pas le fun, on ne sera pas ici. Ouais, clairement. Merci, Patrick. Donc, je pense que Aïcha, on veut laisser quand même l'opportunité de poser des questions dans la salle. Oui. Merci. J'avais une question concernant la portion de la gouvernance. Ben, ça vient avec deux volets, là. Je peux bien comprendre que quand on se le fait imposer, ça peut générer plus de travail, ou du moins un risque où certaines fois les gens vont dire, les Chief Security Officers vont dire, ben, c'est une opportunité de revoir nos choses. Vous parliez de documentation, de processus, etc. Sachant que les menaces arrivent beaucoup plus vite, comment est-ce que vous réussissez à garder de l'agilité dans vos processus de documentation pour être à jour? Parce que ça peut être long, puis par le temps que vous l'avez commencé, puis que vous le terminez, il s'est déjà passé beaucoup de choses. Là. C'est vraiment naviguer, c'est vraiment automatisation où que les revues de décision de dérogation se fait annuellement. Quand il y a un renouvellement avec des tierces parties ou un projet, on regarde des opportunités, on regarde des décisions, on regarde pour voir si on peut avancer, changer. Effectivement, c'est un défi. Quand on a pris une dérogation, puis là, il y a une menace, puis la menace est réelle, puis ça va contre la dérogation, bien là, il faut aller au board, il faut aller au gestionnaire et dire il faut aller chercher de l'argent, on n'a pas le choix, on doit remédier à la situation. Mais c'est de la vigie, c'est de continuellement d'être à jour des menaces. Il y a un profit à faire pour les gens qui rentrent dans les systèmes. Donc, c'est sûr qu'on est une cible, comme tout le monde, on est infrastructure critique, donc il faut être vraiment à l'affût. On travaille avec des partenaires aussi pour nous aider, de faire la surveillance. On travaille avec des partenaires gouvernementaux quand on a pour recevoir des alertes, des avertissements de menaces possibles. Et c'est du vigie continuellement. Les tierces parties, c'est la même chose. Annuellement, on leur demande de nous fournir un vendor assessment, un SOC 2, pour s'assurer qu'ils sont continuellement à l'affût et à jour aussi dans leur contrôle. En fait, il faut trouver le bon équilibre entre être prescriptif, mais pas bloquer le travail des gens. Donc, il faut que la sécurité accompagne les activités. Et donc, des fois, on peut lire des encadrements, des éléments de gouvernance. Puis, il y a plusieurs couches en fonction, bien sûr, du niveau de précision que le document de gouvernance va prendre. Mais c'est important de savoir qu'est-ce qui va être tellement restrictif que ça va générer plus de travail, que ça va générer, comme le disait Patrick tout à l'heure, beaucoup d'exceptions, des gens qui vont contourner le contrôle. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre loose et prescriptif. Et puis, il faut arriver à accompagner le changement qui est en train de se faire. On pense beaucoup à la sécurité avec comme image en tête avant de la forteresse, dans le sens où il y a quelque chose, puis on fait des digues, et on érige des murs hauts, etc. Et donc, on est un peu plus protégé. Mais maintenant, avec le cloud, l'environnement réel de l'organisation est en mouvement continu. Donc, le système de forteresse qu'on avait avant, de faire les choses une bonne fois pour toutes, c'est robuste et ça reste, marche moins bien. Alors, il faut trouver cette agilité dans les encadrements. Et puis le reste, le faire en discussion au cas par cas. Et il y a beaucoup d'éducation à faire aussi. Les gens qui sont dans les opérations, eux, leur quotidien, c'est des opérations. Ils ne sont pas dans les menaces, le potentiel de. On amène ça beaucoup aussi côté sécurité physique, dépendamment de l'environnement, ou sécurité IT, système. Donc, il faut vraiment éduquer. Et il y a plusieurs contrôles. On parle des fois de contrôles techniques, mais il y a des contrôles administratifs, le PPT, le People Process Technology. Donc, c'est de regarder qu'est-ce qui est le meilleur fit pour que la business continue à travailler et sécuriser l'environnement.
Merci. D'un point de vue exécutif, la plupart du temps, les TI sont vus comme un centre de coûts, c'est des opérations. Comment est-ce que vous arrivez à justifier auprès d'une unité d'affaires, par exemple, qui va dire, bon, nous, on a nos budgets, on a une tolérance au risque qui est correcte, même si on n'est pas le détail de ce que vous avez. Comment est-ce que vous arrivez à justifier d'aller plus loin sans, vous parliez de flexibilité, bon, on ne veut pas trop être prescriptif, mais à un moment donné, c'est des coûts, c'est de l'engagement, c'est du dérangement de personnel, c'est de la gestion de changement. Ça ne doit pas toujours être facile à faire passer, mais en même temps, vous ne pourriez pas avoir 100% du budget puis être complètement efficace non plus. On amène ça aux exécutifs. C'est des exécutifs qui vont prendre la décision. Nous, on est là pour gouverner, donner la gouvernance, donner des suggestions. On va détailler les risques ou qu'on est en train de développer chez VIA. C'est utiliser la méthodologie FAIR, qui est Factor Analysis and Information Risk. Donc, c'est vraiment détaillé, c'est quoi les menaces, c'est quoi le nombre de fois que les menaces peuvent arriver, c'est quoi ton asset, c'est quoi les coûts de cet asset-là, et faire une évaluation quantitative et amener ça aux exécutifs et dire, voici le coût potentiel que ça arrive, tu prends la décision, tu investis ou tu n'investis pas. Mais c'est documenté. Tout cet aspect de quantification du risque est super important pour avoir la discussion avec les exécutifs et leur dire, OK, quel est le coût si ça arrivait une seule fois? Ouais. Parce qu'il suffit juste d'une seule fois. Et donc, en présentant justement cette information de cette manière, c'est de se poser la question, OK, si ça arrive une fois, est-ce que ça coûte moins cher que les contrôles que je mets en place? Donc, si je peux continuer sur le coût, moi, j'ai vécu surtout, j'ai travaillé beaucoup avec les cyberassureurs, donc il y a des assurances là-dessus aussi, mais c'est sûr que l'impact réputationnel, les recours collectifs qui peuvent en suivre, ça mérite l'attention de l'exécutif, ça tire leur attention assez rapidement quand on quantifie un peu de cette façon. Il faut faire un business case, donc. En gros, il faut prendre les différents éléments de qu'est-ce qui se passe si on fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien, faire un business case et puis dire est-ce qu'un ralentissement choisi est préférable à une interruption non contrôlée avec l'impact réputationnel qui viendrait avec. Oui, puis juste dernier point que Patrick mentionnait aussi, c'est on fait point par point, puis ce n'est pas tous les risques qui vont mettre on priorise un peu aussi, il y a cet aspect-là aussi. Notre temps, your time is up. Merci beaucoup. Merci. Puis nous sommes ici pour continuer. Merci. Merci beaucoup. Merci Nélia. Merci Aïcha. Oh. Ah. Merci Boris. Merci Patrick. Alors, encore une fois, on remercie beaucoup Boris, Patrick, Nélia et notre modératrice Aïcha pour ce beau panel. Comme qu'ils viennent de le mentionner, si vous voulez continuer la conversation avec eux, ils se portent libres pour continuer les échanges. Merci pour vos questions. On va prendre une pause. On va tout de suite reprendre avec un autre panel. On change de topic. On passe de cybersécurité. On rentre dans éducation et inclusion numérique. Alors, chers internautes aussi à la maison, on se dégourdit les jambes. On reprend dans 5 minutes. Et ici, merci dans la salle pour votre participation. On quitte par l'arrière, n'oubliez pas par l'avant si vous voulez quitter. Et on se revoit dans quelques minutes. Merci.